Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, François Calfon, conseiller régional Île-de-France, Nouvelle Gauche, et Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS. On va parler de la dette en France. Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler d'une cagnotte en France. C'est ce qu'il a dit lors de son interview sur TF1. Il veut accélérer le désendettement. L'objectif du chef de l'État, c'est réduire l'endettement de 8 points de PIB sur le quinquennat, c'est-à-dire de ramener la dette de 97% du PIB en 2017 à 89,2% en 2022. Ça serait bien une première. Élie Cohen, d'abord, est-ce que c'est une priorité que de réduire cet endettement? Et deuxièmement, est-ce que c'est possible? Bon, d'abord, la dette baisse mécaniquement quand la croissance est là et que vous ne fabriquez plus du déficit budgétaire supplémentaire, je dirais du déficit structurel supplémentaire. Et là, la conjoncture est bonne. Et là, la conjoncture est bonne. On est dans une situation où on a eu cette divine surprise l'année dernière de voir, alors que le gouvernement prévoyait un déficit de 2,9 de PIB, d'avoir 2,6, c'est-à-dire 0,3 de différence, c'est-à-dire 6 milliards d'euros de mieux que ce qui était prévu. Donc, si vous voulez, si vous faites l'hypothèse simplement qu'on va continuer sur cette tendance, qu'on va faire 2 en 2018 et qu'on fera 1,7, disons, les 2 années suivantes, la dette baisse mécaniquement sans que vous fassiez le moindre effort. Donc on est dans une trajectoire de désendettement. Mais moi, simplement, ce qu'on attend, c'est de savoir s'il va y avoir une vraie orientation que pour le moment on ne voit pas, de maîtrise de la dépense publique. Parce que la dépense publique a continué à progresser en 2017. C'est ça qui est très impressionnant. Si la situation s'est améliorée, c'est pas du tout à cause de la maîtrise de la dépense publique, c'est au contraire à cause de la dynamique de la croissance des prélèvements fiscaux et sociaux. Si vous voulez, quand vous êtes dans une phase de reprise économique, vous avez un accélérateur fiscal. Et donc, les rentrées fiscales ont été beaucoup plus importantes. Mais on ne peut pas tabler durablement sur une augmentation des prélèvements fiscaux pour réduire le déficit et réduire la dette. Donc, on attend la fameuse action que Macron nous a annoncée sur la maîtrise de la dépense publique, on attend. Mais alors au contraire, il pourrait y avoir une cagnotte aujourd'hui, François Calfon. Alors justement, d'ailleurs, même François Hollande en parlait. Maintenant que ça va mieux, pourquoi ne pas mieux redistribuer les fruits de la croissance et faire comme en 2000 hein, Exactement. Vous vous souvenez, le gouvernement Jospin et Jacques Chirac à l'époque, où ils avaient baissé la TVA, ils avaient baissé un certain nombre d'impôts parce que la conjoncture était plus favorable. D'abord, la réduction de la dette n'est pas une fin en soi, surtout, comme ça a été dit, si elle baisse mécaniquement. Ensuite, on ne peut pas laisser s'installer dans un pays où il va y avoir des tensions sur le marché du travail, de recrutement, plus de 250 000 créations d'emplois. On peut parler de la génération Z qui ne veut plus être salariée. Il y a un sujet, il va y avoir très vite un sujet de répartition des fruits. Alors on appelle ça la cagnotte, de la croissance, appelez ça comme vous voulez. Il y aura des tensions sur le marché du travail. Donc la question est de savoir ce qu'on fait de cette période où des clignotants sont au vert, modulo quand même la possible guerre commerciale et une sortie, si j'ose dire, en escalier de l'argent gratuit de la politique de Mario Draghi. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Me semble-t-il quand même qu'il faut aussi, non pas simplement rétablir la compétitivité côté prix ou côté coût, mais aussi avoir des politiques de filière, une politique industrielle qui va réensemencer avec la possibilité de l'usine du futur, du numérique, de l'intelligence artificielle, une base industrielle plus robuste avec les filières du futur. Voilà l'enjeu du quinquennat. Et ça, pardon, j'entends un discours très classique sur est-ce qu'on a 2,6 ramené au PIB, est-ce qu'on est dans les critères européens? Je rajoute un point, c'est que Emmanuel Macron a plus d'investissement dans la filière industrielle. Et la deuxième chose, qui nous pend, qui est un enjeu, et c'était la stratégie de Macron, ça vient plus vite que prévu, mais il n'y a plus rien, c'est on va être bon sur nos fondamentaux et on pourra réorienter l'Europe. Et je n'entends plus rien sur la réorientation européenne, peut-être parce que Mme Merkel est en difficulté. Je suis évidemment d'accord. C'est vrai que mécaniquement, la dette baisse. Cela dit, le monde entier a une dette gigantesque, qui est quand même assez inquiétant. Le monde entier, la planète est endettée. Donc c'est un vrai problème. Ensuite de ça, que la dette baisse, ça n'a aucun sens si nous ne sommes pas capables de... au contraire, de baisser les dépenses publiques. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. On parle de baisse des dépenses publiques, personne n'est capable de vous répondre. C'est quoi la baisse des dépenses publiques? C'était un des objectifs d'Emmanuel Macron au départ. Mais c'est un objectif, mais je crois qu'ils ne savent pas. Sur une baisse de 60 milliards. Je crois qu'ils ne savent pas où est-ce que c'est la dépense publique. Qu'est-ce que vous appelez dépense publique? Moi, je pense que c'est la dépense publique, c'est la fonction publique majoritairement. Et c'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'il faut redonner au privé le maximum de choses, qui fera aussi bien. C'est pas la disparition des services publics, c'est
donner au privé tous ces services rendus au public. Et ça, c'est fondamental. Oui. Mais alors, sur justement cette utilisation des fruits de la croissance, oui. A priori, il a dit qu'il voulait utiliser une partie pour justement désendetter l'État. Il pourrait effectivement, par exemple, renoncer à une hausse de la CSG, il pourrait baisser des impôts. Donc il ne devrait pas le faire. Mais attendez, dans la situation actuelle, j'espère que c'est une plaisanterie. On n'est pas du tout dans une situation de cagnotte. On est dans une situation où les déficits continuent à être importants et où la dette publique continue à être importante. Où les prélèvements augmentent. Et où les prélèvements augmentent. Et où les taux d'intérêt restent faibles. Et où les taux d'intérêt sont très faibles. Mais donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Non, l'argent reste gratuit. C'est la première fois qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt. Ils sont en train de remonter. Donc c'est absolument pas le sujet actuellement. La question qui se pose, effectivement, si on a des marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, je crois que vous avez indiqué 2 pistes importantes. Nous avons 2 problèmes majeurs que nous sommes en train de découvrir avec effroi. C'est la qualité de notre force de travail. On constate qu'elle est très dégradée. On va en avoir. Donc c'est quoi? C'est la formation, ça? Un problème de formation. Alors, il en parle de la formation. On a un problème de formation et de qualification. On a un problème de formation et de qualification absolument dramatique. Et puis, on a tout l'enjeu des investissements pour renouveler le système productif avec le numérique, la transition écologique, etc. Donc, s'il y a des marges, de le faire. S'il y a des marges de manœuvre de ce côté-là, c'est vraiment là qu'il faut les mettre. Et pas du tout pas dans une politique pas le pouvoir d'achat, par exemple. On n'augmente pas le pouvoir d'achat en baissant les impôts, par exemple. Attendez, quand vous regardez la donnée fondamentale qui caractérise la France, c'est que les hausses salariales, même si les gens ont l'impression qu'ils n'ont pratiquement rien eu en hausse salariale, c'est supérieur aux gains de productivité. Alors justement, pour le coup, les effets de marché, puisque l'État vous fait peur, vont faire qu'il y aura des hausses de salaire mécaniquement, puisqu'il y a des tensions majeures sur le marché du travail. Et y compris si ce qui n'est pas bon. Voilà, les entreprises, il y a eu une sorte de choc de confiance, réinvestissent, il y avait un sous-investissement, ils vont se partager la valeur des hauts potentiels à prix d'or. C'est vrai. Et on parle souvent des problèmes de la formation continue, mais maintenant on a un problème majeur de formation initiale. Alors, il a annoncé quelque chose sur la formation. Juste un point quand même, parce qu'il est central, et ça fait suite à ce qu'a dit Elie Cohen et ce que j'ai pu dire. Je soutiens ce qu'a été Emmanuel Macron et M. Villani sur l'enseignement des mathématiques, des mathématiques appliquées et du défi de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, les très bons dans les écoles d'ingénieurs parlent directement aux États-Unis à des niveaux de salaire. Donc là, il va débloquer, a priori, des crédits. Sauf que là, c'est un problème structurel. On ne va pas le créer en 2 ans. On ne va pas résoudre ce problème. Il y a ce problème, il y a toutes ces questions macroéconomiques, il y a aussi la microéconomie. Moi, j'ai 2 choses qui ont fait remarquer que Emmanuel Macron a annoncé quelque chose d'important pour les salariés français, c'est qu'on allait enlever les charges sur l'intéressement. Oui, ça, je voulais vous en parler. Ça vous concerne, sur les entreprises de moins de 250 parce que ça évite d'augmenter les salaires, ça donne vraiment, c'est quelque chose de très positif. Donc ça permet concrètement, en fait, de redistribuer via l'intéressement. Et d'intéresser. Donc sans payer. C'est l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Voilà. C'est le forfait social de 20%. 9 millions de salariés. Alors, la deuxième chose, par contre, catastrophique, qui ne sera pas dans la loi Pacte, et c'est catastrophique, je ne comprends pas, on ne touche pas aux effets de seuil. C'est-à-dire que... Il y a eu déjà 2 réformes. Il y a eu la loi Rebsamen et puis il y a eu... Oui. Vous avez 9 salariés, vous ne recrutez pas le 10e. Et on m'a répondu, ça coûte 1,5 milliard, on ne peut pas. Donc ça, c'est la loi sur la réforme du travail. Et ça, c'est la réforme du marché du travail. Alors, on passe tout de même, parce qu'il ne reste pas longtemps, sur Mark Zuckerberg, le fameux fondateur de Facebook, qui est passé sur le grill cette semaine. Il a dû répondre aux sénateurs américains pendant 5 heures, devant la Chambre des représentants pendant 2 heures. Je voudrais juste qu'on l'écoute, parce que ça nous concerne tous. Il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils de faire du mal. Cela inclut les fausses informations, l'ingérence étrangère dans les élections et les discours haineux, tout comme pour les données personnelles. Nous n'avons pas réalisé correctement notre responsabilité et c'était une grave erreur. C'était mon erreur et je suis désolé. Et très vite, mea culpa. Sophie de Menton, ça vous... Je crois qu'on peut être dépassé. Alors, il est facile de dire que c'est hypocrite. Je crois que tout ça va tellement vite qu'on peut être dépassé par ce phénomène. Il est vrai aussi pour une entreprise qu'il est tentant. Pardon de vous le dire. Pas vous, très tentant de vendre. Alors, attendez. C'est du foutage de gueule total. 2 choses que je voudrais dire. C'est pas si facile que ça, car les données, et en Europe, on va voir, parce qu'on voudrait faire des lois pour maintenir ça. Il va y avoir une réforme. Nous avons à Ethic le moteur de recherche Quant, et nous avons Waller, qui sont des gens qui sont en train d'essayer de travailler ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le système Facebook alors. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sert. Attendez, ces données
ces données, ça peut être fondamental pour le cerveau artificiel, pour l'intelligence, c'est même fondamental. Le problème, c'est la vie privée. Il faut revenir, arrêtons de résumer le problème. La vraie banque de Facebook, sa vraie valorisation, c'est la data, c'est la donnée. Donc l'idée qu'il aurait fauté, que ce serait un écart de comportement est parfaitement faux. Et tous les informaticiens vous diront que particulièrement chez Facebook, il n'y a aucune sécurisation des données. Je rajoute aucune sécurisation des données, aucune. Partout où vous marchez, que ce soit Google... Je sais. Je rajoute un point simplement d'ordre éthique pour le coup, puisque c'est le nom de votre mouvement, mais bien au-delà. Je pense que de la même manière qu'il y a une organisation internationale finalement du nucléaire, des enfants avec l'UNESCO, il est temps qu'il y ait une organisation mondiale des données, car les données comme l'eau, comme l'air... Le mondial, ça marche jamais. Mais d'accord, mais ça nous appartient, donc ça une sorte d'organisation multilatérale. C'est vrai. En fait, ont un business model basé sur la vente de données. Monsieur Zuckerberg a quitté son t-shirt, mis sa chemise et sa cravate par pure hypocrisie. Moi, j'ai moins peur du privé, mais vous avez une minute. Alors, en une minute, je crois que le problème est effectivement le problème du modèle économique de Facebook. Bien sûr. Le modèle économique de Facebook, c'est de vendre vos données à des gens qui, ensuite, les exploitent pour un but particulier. Ça peut être un but commercial, c'est le ciblage des publicités. Ça peut être un but politique, c'est-à-dire c'est créer des niches politiques pour essayer au besoin même de conquérir cette niche avec des fausses nouvelles. C'est quand même tout ce que nous révèle l'histoire de Cambridge Analytica. Et donc moi, je suis très inquiet parce que de deux choses l'une, ou ce modèle économique s'effondre et très bien, il faudra trouver autre chose, ou alors ça va continuer et on va voir se multiplier les cas du type... allez tous sur Quant au lieu d'aller sur Google. Merci. Pas si simple. Merci Élie Cohen, François Calfon, merci Sophie de Menton, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.